Prime Finance et l'un des associés gérants, Benjamin Louvet, qui est avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Matières premières qui font l'actualité, qui sont même littéralement au cœur du débat politique. On le voit avec le prix des carburants en France. On en a largement parlé avec vous ces dernières semaines. Et puis il y a également toute la question des matières premières agricoles. Là, c'est surtout le débat aux États-Unis et en Chine qui s'empare de ces questions. Tout à fait. En fait, pendant des années, les matières premières agricoles et les matières premières d'une façon générale ont été un peu exclues du débat. Les matières premières étaient entre guillemets un mal nécessaire qui suivait. On avait besoin de plus de produits. On l'avait automatiquement grâce à l'augmentation de la production. On n'avait pas de contraintes. Et puis aujourd'hui, ça revient sur le devant de la scène. On l'a évoqué plusieurs fois, ça devient stratégique. Et aujourd'hui, les matières premières agricoles notamment s'invitent dans le débat aux États-Unis. Alors pourquoi les matières premières agricoles s'invitent dans le débat aux États-Unis? Parce que on en a parlé avec vous la semaine dernière. On a des grosses tensions aujourd'hui sur la production, notamment de maïs et de soja aux États-Unis, avec la sécheresse record qu'a connue le pays depuis quelques mois. Et on se retrouve dans la situation où il n'y a pas d'autre choix. Il va falloir rationaliser la demande de façon à pouvoir satisfaire la demande d'une façon générale, puisque la production a été revue en baisse de pratiquement 25% dans ce pays, qui est le premier exportateur mondial de maïs, avec plus de 50% de part de marché. Alors, dans les solutions qu'il y a pour réduire la consommation, il y a notamment la réduction de l'incorporation d'éthanol. L'éthanol, vous savez, c'est ce biocarburant qui est fabriqué à base de maïs et qu'on incorpore dans l'essence de façon à soi-disant la rendre plus propre. Ça porte là aussi à débat. Et donc on pourrait décider de réduire cette consommation de maïs pour la production d'éthanol, qui est aujourd'hui le premier poste de consommation du maïs aux États-Unis, avec 40% du maïs qui est produit aux États-Unis qui est transformé en biocarburant. Donc c'est une question qui peut se poser, qui a été posée d'ailleurs à l'Agence de l'environnement aux États-Unis, qui va devoir répondre à cette question de savoir si on peut revoir le mandat d'incorporation d'éthanol dans l'essence aux États-Unis. Elle a maintenant 90 jours à compter de lundi dernier pour y répondre, et elle devrait prendre son temps, puisque cette période de 90 jours nous amènera après les élections, et la question du maïs pour les élections est un élément crucial. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions de lobby derrière, j'imagine, Benjamin? Eh bien oui, Grégoire, tout à fait. En réalité, il faut, si on connaît un petit peu la carte de la production de maïs aux États-Unis, le principal État producteur de maïs aux États-Unis, c'est l'État de l'Iowa, qui produit quasiment 20% de la production nationale de maïs. Et l'État de l'Iowa, aujourd'hui, est un État crucial pour les prochaines élections américaines et qui pourrait faire basculer l'élection d'un côté ou de l'autre. Alors, si Obama a décidé avant les élections américaines de réduire l'incorporation d'éthanol dans l'essence, ça aurait une conséquence immédiate, c'est que ça soulagerait le marché du maïs, mais donc la conséquence immédiate aussi, ça serait que le prix du maïs baisserait, et donc que les agriculteurs de l'Iowa auraient un gros manque à gagner, et donc aujourd'hui c'est un luxe que Obama ne peut sans doute pas se permettre. Donc on voit bien en quoi cette stratégie des matières premières s'invite au cœur de la politique américaine. Oui, c'est ça, c'est même plus qu'au cœur du débat politique, parce que là on est dans la stratégie électorale, là. C'est encore différent. C'est plus que dans la politique, c'est la stratégie indispensable pour une réélection, effectivement, de la part des démocrates. Bon, et puis, alors, je le disais, en Chine également, on a vu, vous le disiez, le maïs et le soja qui ont touché de nouveaux records historiques sur les marchés hier. Donc, le soja, ça concerne en grande partie le marché chinois. Et là, on est sur des questions d'inflation, de hausse des prix alimentaires, et c'est tout le débat sur la politique monétaire, j'imagine, qui regarde tout ça de très près, en tout cas. Tout à fait. Au-delà de la politique, il y a également la politique monétaire aujourd'hui qui est impactée. On l'avait dit ces dernières semaines, les marchés sont plutôt optimistes parce qu'ils croient à des nouvelles interventions et à des nouveaux assouplissements monétaires de la part de différentes sources, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, mais également en Chine, où la bonne nouvelle d'une inflation qui était un peu redescendue ces derniers mois faisait penser à tout le monde que la Chine pourrait avoir de nouvelles latitudes pour relancer sa politique monétaire et essayer de soutenir l'activité. Or, on a un gros problème aujourd'hui, c'est qu'avec les cours du soja qui s'envolent, le soja c'est un élément indispensable de l'alimentation en Chine. C'est également un des aliments de base pour les cochons. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau élevage, un cochon sur deux dans le monde se trouve en Chine. Donc, les Chinois consomment aussi beaucoup de soja pour l'alimentation du cochon. Donc, on a et le prix du soja qui monte et le prix du cochon qui monte, qui sont deux composantes très importantes de l'indice des prix à la consommation alimentaire. Or, contrairement aux pays développés comme l'Europe ou les États-Unis, où la part des prix alimentaires dans l'indice des prix à la consommation représente, on va dire, entre 10 et 15%,
En Chine, l'indice des prix à la consommation alimentaire représente 30% du total de l'indice des prix à la consommation. Et donc, la hausse du soja aujourd'hui laisse penser que l'indice des prix à la consommation pourrait repartir de l'avant, et quelque part, ça limite un peu la capacité d'intervention de la Banque centrale chinoise, qui doit voir un petit peu comment cette inflation va se comporter. Donc, comment le prix du soja va se comporter, quel impact ça va avoir sur l'indice des prix à la consommation, avant de savoir si elle peut faire quelque chose pour relancer son économie. Ouais, très compliqué. Contraintes supplémentaires, effectivement, et on imagine que le pilotage est très très complexe pour les autorités de politique monétaire en Chine aujourd'hui. Benjamin, juste un dernier mot pour noter avec vous que les métaux précieux sont repartis à la hausse. Il y avait une période de flottement un petit peu, notamment sur l'or. Là, on est plutôt reparti sur des tendances haussières. Vous êtes toujours, et depuis un bon moment déjà, très positif sur ce segment-là. Tout à fait. On avait dit que le niveau des 1500-1550 semblait constituer un bon niveau de soutien, parce que c'était le niveau où en fait on se retrouve à peu près sur un prix moyen du coût de l'once d'or aujourd'hui à travers le monde, qui se situe aux alentours de $1450 selon les grands groupes de production aurifère. Donc on avait un seuil à ce niveau-là. On avait remarqué aussi qu'à ce niveau-là, il y avait beaucoup d'achats de la part des banques centrales à travers le monde pour diversifier leurs réserves. Ça continue. On a eu la Corée du Sud ce mois-ci qui a acheté également de l'or. La Russie a annoncé hier aussi qu'elle avait acheté encore à peu près 10 tonnes d'or. Donc on avait un bon soutien. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que malgré tout, on a un regain de confiance en Europe, ou en tout cas, on voit des espoirs poindre. Donc l'euro se reprend un peu, donc le dollar s'affaiblit, ce qui entraîne immédiatement une réappréciation globale des matières premières. Et c'est un mouvement qui pourrait se poursuivre de façon assez forte dans les mois qui viennent, parce que je vous rappelle qu'à la fin de l'année, on a la problématique américaine fiscale dite du fiscal cliff, où il va falloir régler ce problème du relèvement du plafond de la dette qui avait entraîné des coupes budgétaires obligatoires, et puis l'arrivée à l'échéance d'un certain nombre de paquets fiscaux qui avaient été votés sous Bush et reconduits par Obama, et qu'il va falloir soit reconduire en aggravant la dette, soit supprimer en aggravant la consommation. Merci beaucoup Benjamin, merci d'avoir été avec nous pour un point complet, pas exhaustif.